Bonjour, je m'appelle Simon Thorpe, je suis directeur de recherche CNRS dans un laboratoire à Toulouse et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelques idées comment éliminer la dette publique de l'Eurozone sans austérité. En gros, je vais proposer trois idées clés. Premièrement, il faut obliger la Banque centrale européenne à reprendre les dettes des États. Deuxièmement, instaurer une taxe sur toutes les transactions en euros pour éponger ces dettes. Et enfin, redistribuer les revenus de la taxe en fonction de la population de chaque pays. J'espère de vous convaincre qu'effectivement, ces trois idées permettent d'ouvrir une piste de sortie de la dette nationale. Alors, là, déjà, pour commencer avec la dette publique en France, voici une graphe avec le niveau de dette publique aujourd'hui qui atteint à la fin de 2012 1833 milliards d'euros. Mais l'augmentation depuis le début des données là, en 78, est spectaculaire. Mais en fait, le problème de la dette, ce n'est pas uniquement de la France. Si on regarde pour tous les pays de l'Europe, les 27 pays, on trouve un total des dettes à la fin de 2011, on attend les résultats pour 2012, 10,4 000 milliards de dettes. Là, j'ai ordonné les pays en fonction de la dette. Vous voyez en fait en bas en bleu, c'est l'Allemagne qui a la plus grande dette de tous. C'est plus de 2000 milliards tout seul pour l'Allemagne. Donc 10,4 000 milliards pour l'Union européenne. Aux États-Unis, c'est des montants aussi incroyables, 15,6 000 milliards de dollars. Alors, là, je vous montre pour les 27 pays le niveau de dette. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'Allemagne, avec plus de 2000 milliards de dettes, est le plus endetté de tous, suivi par l'Italie, la France, etc. Le total, 10,4 000 milliards. Mais ce qui est vraiment important, c'est de regarder les taux d'intérêt, les intérêts payés sur cette dette. Parce qu'effectivement, pour la France, on sait qu'en 2011, nous avons payé 52 milliards d'euros en intérêts sur la dette publique. Et si on prend l'ensemble des 27 pays, on est à 370 milliards pour les 27 pays. C'est énorme. Ça constitue 2,9% du PIB européen. Et si on prend l'ensemble des intérêts cumulés pour la période 95 à 2011, on trouve le total de 5,6 000 milliards d'intérêts. Ce chiffre est plus de la moitié de toute la dette de l'Europe. Qui veut dire que bon, si on pouvait remonter plus loin que 95, il est clair qu'on va se trouver dans une situation où l'ensemble des dettes des pays de l'Europe s'explique simplement sur le fait qu'on a été obligé de payer des intérêts sur la dette publique. Alors, on nous raconte qu'il y a une seule solution, il faut que les pays imposent l'austérité, qu'on doit couper dans le secteur public pour pouvoir diminuer la dette des États. Eh bien, on a vu là que le vrai problème, c'est les intérêts, il est clair que moi, je suis d'accord avec cet avis-là. En fait, tout vient des critères de Maastricht, parce que l'Europe nous impose des contraintes sur les finances publiques. Spécifiquement, la dette publique doit rester inférieure à 60% du PIB et le déficit public annuel doit rester inférieur à 3% du PIB. Au-delà de ça, le Troïka peut imposer de l'austérité sur le pays. Mais est-ce que vous avez posé la question, d'où vient le chiffre de 60%? Pourquoi, normalement, on devrait essayer de viser une dette publique à 0%, pas 60%? Et pourquoi 3% de déficit public annuel et pas 0% de nouveau? Eh bien, moi, je ne suis pas loin de proposer une théorie de complot, parce qu'effectivement, ces chiffres, 60% et 3%, j'ai posé la question à des économistes, il n'y a pas d'explication très claire, mais il se trouve
que ces valeurs permettent de maximiser le transfert d'argent des contribuables vers le système bancaire. Effectivement, avec une dette de 60% du PIB et un taux d'intérêt d'environ 5%, il se trouve qu'il faut payer 3% du PIB par an pour payer les intérêts. Et donc, le fait de laisser les États avoir un déficit public annuel inférieur à 3%, autour de 3%, c'est justement ces conditions-là où le transfert de l'argent des contribuables vers le système bancaire est optimisé pour les banques, pas pour nous, bien sûr. Alors, pourquoi je crois ça? En fait, il se trouve qu'il y a une espèce de modèle britannique qui existe depuis très longue date, parce que les intérêts sur la dette publique britannique ont coûté environ 3% du PIB britannique depuis 60 ans. On voit dans cette courbe-là que j'ai trouvé dans un document du House of Commons Library en mars 2013. Ça, c'est la quantité d'intérêts payés en PIB depuis 1955. Et on voit que c'est systématiquement autour de 3, en fait le moyen c'est 3,1% du PIB. Bon, ça peut fluctuer, ça a monté jusqu'à 4,5% en 83. Le plus bas, c'est un peu moins de 2% vers 2001. Mais en moyenne, 3,1% du PIB est aspiré par le système bancaire en intérêt. Donc, à la limite, on peut imaginer ça comme la poule aux œufs d'or pour les systèmes bancaires. En gros, si on pouvait imaginer les banquiers britanniques dire à les collègues ailleurs, on a un super système dans lequel il faut faire le suivant. Il faut obliger les gouvernements à emprunter de l'argent aux banques commerciales et pas auprès de la banque centrale. Il faut augmenter le niveau d'endettement à environ 60% du PIB. Au-delà de ça, c'est peut-être excessif, mais 60%, c'est bien pour nous. Il faut varier le taux d'intérêt pour récupérer un niveau optimum de revenus sans dépasser à peu près 3%. Au-delà de 3%, ça devient, n'est-ce pas, insupportable. Mais pourquoi 3% C'est simplement que à 3% de PIB en intérêt, les gens ne râlent pas trop. Donc, il faut les laisser aussi, autoriser les gouvernements à avoir un déficit, mais juste assez pour payer les intérêts. Bon, c'est une hypothèse, je suis d'accord, et difficile à démontrer, mais ça colle très bien avec les données. Bien évidemment, pour que ce système marche, il faut verrouiller le système, et c'est ce qui est arrivé en France avec la loi du 3 janvier 1973, qui était proposée par Pompidou et Giscard d'Estaing, qui a effectivement obligé l'État français d'aller vers les marchés pour chercher de l'argent. Jusqu'à là, il pouvait emprunter auprès de la Banque de France sans intérêt. Mais à partir de 1973, c'est à partir de ce moment-là que la dette publique a vraiment explosé parce qu'il fallait emprunter sur les marchés. Si ce n'était pas totalement clair à ce moment-là, dans l'article 104 du traité de Maastricht, là, ça devient vraiment très très clair. Spécifiquement, il est interdit à la BCE, la Banque Centrale Européenne, aux banques centrales, d'accorder des découvertes ou de tout autre type de crédit aux États. Et l'acquisition directe de leur dette est également interdite. Alors ça, c'était transmis mot à mot dans l'article 123 du traité de Lisbonne. Et effectivement, on est coincé par ça. Alors comment s'en sortir? Bon, il se trouve que le deuxième paragraphe de cet article, c'est intéressant parce qu'il il est marqué que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux établissements publics de crédit. Donc, en fait, en principe, on pouvait utiliser la Caisse des dépôts, par exemple, pour emprunter de l'argent du Banque centrale européenne qui pouvait financer les États. Et ça, c'est une idée que j'ai déjà développée dans un vidéo l'année dernière. Mais de toute manière, l'étendue du problème, je pense que c'est clair dans cette graphique-là que j'ai trouvé dans un livre de Bernard Litthéer et ses collègues, où on voit le PIB, la dette publique en France, en pourcentage de PIB, qui a augmenté de 21% en 1979. Bon, là, la graphique termine en 2009, mais on est bien au-delà, on est à 90%
voire plus du PIB en dette. Et le courbe en bleu clair, c'est ce qu'on aurait eu si on n'avait pas les intérêts à payer. On voit qu'effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en gros, si on n'avait pas les intérêts à payer, on ne sera pas endetté. Alors, j'ai une nouvelle proposition, je pense, qui permettrait de sortir de ce problème. L'idée, c'est que le BCE doit reprendre l'ensemble des dettes des États de la zone euro, mais en contrepartie, le BCE aurait le droit d'imposer une taxe sur les transactions financières. Et effectivement, chaque État dans la zone euro devrait recevoir des revenus de cette taxe en fonction de la population, tout simplement la taille de la population. Et qu'une fois la dette remboursée, l'État en question reçoit un transfert de fonds carrément directement de la BCE. Alors, j'aimerais signaler un espèce de paradoxe des banques centrales. On nous dit que les banques centrales ne peuvent pas créer de l'argent pour mettre dans l'économie, etc. Mais il n'y a aucun problème pour créer de l'argent si j'ai de financer des banques. Par exemple, fin 2008, George Bush et Henry Paulson effectivement impriment 700 milliards de dollars pour les banques. La Banque d'Angleterre a imprimé 375 milliards pour le secteur bancaire à un taux de 0,5%. C'est ce qu'on appelle quantitative easing. Et la Banque centrale européenne a imprimé plus de 1000 milliards d'euros à 1% d'intérêt pour les centaines de banques lors de 2 tours de ce qu'on appelle RTRO, Long Term Refinancing Operations, première tournée le 21 décembre 2011, 489 milliards d'euros. Et de nouveau en février 2012, encore 529 milliards d'euros. C'est bizarre que tout ça s'est fait quelques semaines après l'arrivée de Mario Draghi à la tête de la BCE. Mario Draghi, qui était jusqu'alors le directeur européen de Goldman Sachs. C'est un vrai cadeau pour les banques. Et on voit l'étendue de cette augmentation d'activité des banques centrales pour financer les banques avec cette graphique-là que j'ai trouvé dans un rapport du Majesty's Treasury en Grande-Bretagne, où on voit pour les différentes banques, Banque d'Angleterre en noir, le Banque US Federal Reserve en rouge, Banque de Japon, European Central Bank, tout le monde est en train d'augmenter le parti du PIB qui est ramassé dans les banques centrales. Mais c'est de l'argent qui ne va pas dans l'économie parce que ça reste sur les comptes des banques commerciales. Et effectivement, on a vu récemment, la Banque de Japon a décidé d'injecter des sommes énormes dans l'économie, mais à travers le système bancaire, pas en mettant de l'argent directement en compte. Alors, il se trouve que dès début de l'année dernière, Michel Rocard et Pierre Larouturou, dans un tribune du Monde, ont signalé qu'effectivement c'était scandaleux parce que, par exemple, la Federal Reserve fédérale a secrètement prêté aux banques en difficulté la somme de 1200 milliards de dollars au taux incroyablement bas de 0,01%. Alors qu'en même temps, les États étaient obligés de payer 600 fois plus de taux d'intérêt pour emprunter eux. C'était un non-sens. Cela dit, il y a des progrès récents. Par exemple, j'ai vu cet article qui est sorti la semaine dernière sur le fait qu'il y a un économiste à l'Université de Columbia aux États-Unis qui argumente que le quantitative easing, cette création d'argent par les banques centrales, ne devrait pas être utilisé pour financer les banques, mais pour effacer la dette gouvernementale. C'est une idée qui commence à faire son chemin. Mais c'est une idée aussi qui est très difficile à faire passer auprès des gens qui comptent, par exemple. Comment convaincre le BCE, par exemple, étant donné que, comme j'ai dit, le président Mario Draghi était l'ex-directeur européen de Goldman Sachs. C'est pas lui qui va accepter d'utiliser l'argent de la Banque centrale pour effacer la dette qui donne 3% du PIB aux banques. Et comment convaincre aussi la Banque d'Angleterre, le futur gouverneur, Mark Carney, qui est peut-être quelqu'un de très bien, mais il se trouve qu'il a lui aussi passé 13 ans chez Goldman Sachs. Ces gens-là, on ne peut pas les faire confiance pour se comporter dans l'intérêt du public, il me semble.
Bon, il me semble que pour que les banques centrales acceptent de reprendre la dette des États, il faut les donner un moyen pour sécuriser ça en quelque sorte. Et je crois qu'il y a une piste, c'est l'idée d'utiliser une taxe sur les transactions financières. Et vous savez probablement qu'il y a 11 pays d'Europe qui sont en train d'imposer une taxe sur les transactions, spécifiquement 0,1% sur la plupart des transactions financières et 0,01% sur les produits dérivés. Et si j'ai bien compris, les revenus reviennent aux États en question. Alors, je ne peux pas dire que je ne suis pas un fan des taxes sur les transactions. Effectivement, j'ai un plan qui propose d'utiliser justement des taxes sur les transactions pour éliminer les autres formes de taxes. Je l'avais présenté ça l'année dernière. Mais je crois que dans le modèle qui est proposé, il y a quand même deux gros problèmes. Hein. Un premier problème, c'est un énorme déséquilibre entre les pays. Si les pays eux-mêmes impose les taxes sur les transactions, ce n'est pas une bonne idée. Et le deuxième problème, c'est la possibilité réelle qu'il y aura un déplacement des transactions vers les zones où il n'y a pas de taxes sur les transactions. Déjà, sur le point de déséquilibre entre les pays, regardez ici, j'ai pris les transactions financière dans la zone euro en 2011 en utilisant comme source soit la Banque centrale européenne, c'est en noir, soit le Bank for International Settlements quand le chiffre était plus important. Donc on voit par exemple en ajoutant tous ces chiffres, on trouve un total de plus de 2000 milliards de transactions dans la zone euro en 2011. Et le plan par le plus important, c'est l'Allemagne, avec 750 000 milliards de transactions. Le problème, c'est que si, bon, ça fait, en fait, si on divise toutes ces transactions par tête par habitant, on trouve un moyen de à peu près 6,2 millions de transactions, millions d'euros de transactions par habitant. Mais c'est totalement, la distribution est extrêmement biaisée. Par exemple, en Luxembourg, où la population est un demi-million à peu près, ça fait 172 millions d'euros de transactions par habitant au Luxembourg. Ça fait 34 millions par habitant en Belgique. Ça fait à peu près 4 millions par habitant en France et seulement 300 000 habitants en Slovaquie. Donc, autrement dit, si les gouvernements individuellement imposaient un taxe sur les transactions, ça ne pouvait pas marcher. C'est très bien si on habite en Luxembourg ou en Belgique, mais pas du tout bien pour les autres pays. Donc, comment faire? Eh bien, ma proposition, c'est de repartir les revenus de cette taxe qui pouvait être, ça pouvait être le rôle de la Banque centrale européenne et redistribuer cet argent selon la population. Donc, par exemple, ici, j'ai mis les 17 pays du zone euro en termes de population. Et j'ai dit, par exemple, on va dire qu'on a 200 000 milliards de transactions pour la zone euro. On va les taxer à 0,1%. Et ça va donner des revenus annuels de 2 000 milliards. Et on va distribuer ça selon la population de chaque pays. Ça veut dire que, donc là on aurait en moyenne, comme j'ai dit tout à l'heure, si on distribuait ça par habitant, on aurait 6 200 euros par habitant par an à distribuer. Ce qui veut dire que, par exemple, l'Allemagne va recevoir 24% à peu près, la France 19,6%. Etc. Donc le Malte, 0,13%. Mais tout ça, c'est que de la justice. Hein. On va distribuer, dans ce cas-là, en fonction de la population, très simplement. Et ce qui est intéressant avec cette idée, c'est que si on fait ça, en fait, tous les pays de l'Europe pouvaient rembourser toute leur dette à travers cette taxe en quelques années. Donc là, j'ai pris de nouveau les 17 pays de l'Europe et j'ai pris la dette de chaque pays et le revenu qui pouvait arriver du Banque centrale en termes grâce à cette taxe sur les transactions et j'ai calculé le nombre d'années pour effacer la dette. Donc on voit que même le cas le pire, c'est l'Irlande, en à peu près 6 ans, toute sa dette est remboursée. La Grèce, c'est à peu près 5 ans. Le Portugal et l'Espagne en moins de 2 ans.
euh, même le Chypre et la Slovénie, on est en train de nous raconter que le Chypre et la Slovénie, c'est des vrais problèmes en Europe. Mais regardez, la dette des États avec ce système-là sera réglée en 1 ou 2 ans pour ces deux pays. Euh, et je trouve que c'était assez amusant de voir qu'en fait l'Allemagne ne se sort pas si bien que ça parce que justement il faut plus de 4 ans pour rembourser la dette de l'Allemagne parce que l'Allemagne est très endettée, bien plus que n'importe autre pays en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez que donc, le BCE est en train de financer, d'abord éponger la dette, mais ensuite, une fois que le pays, sa dette est absorbée par la taxe, eh ben, le BCE va euh, donner de l'argent directement au gouvernement. Et selon le type de gouvernement en place, les revenus peuvent servir de différentes manières. Par exemple, ça peut être utilisé pour réduire, voire supprimer des impôts. Les pays pouvaient supprimer la taxe sur les revenus ou le TVA ou les taxes sur les sociétés. C'est à eux de voir. Ça pouvait être utilisé pour augmenter les dépenses publiques, pour faire les systèmes de transport, le logement, l'éducation, la santé, recherche, etc. Ou, si on voulait, on pouvait instaurer un salaire citoyen de 6 200 euros par habitant uniquement sur la base de ce système-là. Donc, bon, je ne dis pas laquelle de ces solutions est à choisir. Effectivement, c'est au peuple dans chaque pays de décider ce qu'il veut faire avec les revenus. Mais il y avait l'autre problème, c'est le problème de la relocalisation des transactions. Et tout le monde en parle du fait que ils sont en train d'instaurer des taxes dans les 11 pays. Et ce qu'on constate, c'est que les revenus, les transactions baissent parce qu'effectivement, les marchés vont faire les transactions ailleurs. C'est un vrai problème. Mais je crois qu'il y a une solution. Et mais d'abord, voyons, ça c'est, j'ai compilé, j'ai pris des chiffres sur le part du marché financier par pays pour différents types d'activités. Et on voit que dans plein de cas, c'est la plupart des transactions sont en Royaume-Uni ou aux États-Unis, par exemple. On voit 37% des foreign exchange, ça se fait à Londres. 34% des exchange traded derivatives, c'est aux États-Unis, etc. Hedge funds assets, c'est 65% aux États-Unis. Securitization, 73% aux États-Unis. Donc, par rapport à ça, la France et l'Allemagne, c'est relativement peu. Donc, il est clair qu'il y a une possibilité de déplacer tout, soit aux États-Unis, ou en Grande-Bretagne, ou à Singapour, ou Hong Kong, etc. Donc, la solution pour moi est en fait de taxer les transactions en euros, quelle que soit leur localisation. Et je crois que ça, c'est une piste qui est tout à fait jouable. Alors, prenons le cas de le foreign exchange. C'est une activité énorme. Le BIS, Bank for International Settlements, fait une enquête tous les 3 ans. La dernière, c'était en avril 2010, où à ce moment-là, il y avait à peu près 4 000 milliards de transactions en dollars par jour. Si on dit 250 jours ouvrables par an, ça fait à peu près 1000 milliards de dollars de transactions par an. On attend le résultat de l'enquête en cours, parce que avril 2013, c'est le moment où ils vont faire l'étude à jour. Mais en fait, en 2013, je peux vous dire que c'est déjà beaucoup plus important que ça. Juste en regardant, je l'ai fait hier, chez CLS, qui assure apparemment à peu près 90% de toutes les transactions financières. Sur le site web, il donne un chiffre montrant que pour mars 2013, on était à 5,16 trillion, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars par jour. Donc c'est déjà plus qu'on avait en 2010, largement, 25% de plus au moins. Donc c'est toujours très très important.
Et ce qui est vraiment intéressant, c'est la répartition de toute cette activité. Effectivement, 37%, si on regarde là, c'est les données de BIS, et puis en bas, c'est les données en fait qui datent d'octobre 2012. On trouve à peu près 37% des transactions passent par Londres, hein, et à peu près 17% à New York. Il y a seulement 11,5% dans toutes les zones euro. Donc, il est clair que déjà, ce ne sera pas très efficace de mettre une taxe uniquement dans la zone euro. Par contre, ce qui est à constater aussi, c'est que la distribution des devises qui sont impliquées dans ces transactions est extrêmement dominée, certes par le dollar, mais où il y a 42% de la valeur, c'est des dollars, 19% c'est en euros, ça fait 200 000 milliards par an de transactions en euros. Pourquoi ne pas taxer ça directement? Alors, ce n'est pas uniquement l'échange foreign exchange. Un autre domaine qui est très actif, c'est interest rate swap. Swap, c'est les contrats d'échange des taux d'intérêt, où une seule société de nouveau, LCH ClearNet, avec ce système SwapClear, fait depuis le début de 2013, en train de faire autour de 50 000 milliards par mois de transactions. Et incroyablement, là, ça, c'est des données que j'ai récupérées hier. Donc, c'est des données pour le 12 avril de cette année. On a le chiffre exact au dollar près de la valeur de toutes ces transactions. Plus de 2000 milliards de transactions en une journée, le 12 avril 2013. Et on voit aussi qu'il y a 1175 milliards d'euros qui ont été échangés. Et le total depuis le début de l'année, 66 000 milliards d'euros transformés. En fait, si on regarde le graphique qui est fourni justement par SwapClear, on trouve qu'à peu près 40% des swaps sont en euros. Donc ça fait un millier de milliards de transactions en euros par jour. Et pourquoi on ne peut pas taxer ça? Ce qu'il faut, en fait, c'est une espèce d'accord international entre les banques centrales. Dans chaque pays, la banque centrale doit récupérer l'argent d'un taxe sur les transactions, et chaque transaction dans une certaine devise pouvait être taxée avec un taux qui est spécifié par la banque centrale concernée. Donc, les transactions en euros avec une taxe qui est spécifiée par le BCE. Je pense que chaque banque centrale doit être libre de choisir le taux à appliquer. Et chaque banque centrale peut choisir aussi la destination des revenus. Hein. Si la banque centrale veut aspirer l'argent trop, on peut mettre un taxe et ne pas le verser au gouvernement, ou peut verser l'argent au gouvernement ou éponger les dettes nationales. C'est à eux de choisir. Donc, un pays qui souhaite jouer un rôle important dans les marchés financiers pouvait très bien mettre un taux très bas, même 0%. Comme ça, on ne change pas la situation actuelle. Peut-être que les Américains vont vouloir laisser 0%. Mais par contre, un pays qui souhaite réduire sa masse monétaire pouvait augmenter le taux pour effectivement éponger un surplus de monnaie. Et une autre chose, c'est qu'un taux élevé protège contre la spéculation. Donc, si vous êtes la banque centrale d'un pays qui est attaqué par les spéculateurs, vous pouvez mettre très rapidement, augmenter le taux de taxe sur les transactions dans votre devise. Vous pouvez mettre à 10%, ça va freiner la spéculation, etc. Donc, c'est un outil, à mon avis, très intéressant pour les banques centrales. Ça les donne une possibilité de contrôler, réguler ce qui se passe dans le devise, qui, à mon avis, est très intéressant. Et bon, ce n'est pas uniquement les transactions dans les marchés. Hein. On devrait appliquer ce type de taxe à toute transaction électronique dans les devises en question. C'est extrêmement simple à implémenter. En fait, vous avez vu, à la fin de la journée, le 12 avril, on avait à la centime près
la quantité de transactions qui étaient gérées par LCH ClearNet. Donc, c'est vraiment pas un problème. Les banques savent exactement combien d'argent transite tous les jours. Et donc, imposer une taxe là-dessus, littéralement, c'est juste ajouter une ligne qui dit actuellement le taux pour l'euro est 0,1%, par exemple. Pour le dollar, c'est autre chose, etc. Extrêmement simple à implémenter. C'est également extrêmement flexible parce qu'en fait, les banques centrales peuvent ajuster le taux sur la taxe sur les transactions aussi souvent qu'il veut, hein, tous les jours s'il veut. Et ça donne une remarquable réactivité immédiate. L'instant où les marchés commencent à attaquer une devise, eh ben, une seconde plus tard, on pouvait augmenter le taux. On pouvait, les banques centrales pouvaient suivre de façon très très précise exactement ce qui se passe sur les marchés et les réguler. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, mais à mon avis, c'est très utile. Et surtout, c'est juste. Tout le monde va payer le même taux quand on fait des transactions en euros, quand on soit dans une salle de marché ou moi, chez moi, hein, on paye la même chose. Il n'y a pas on ne vise pas à attaquer le monde de finance spécifiquement. Hein. Bon, il est clair que vous mettez un taxe sur les transactions à 0,1%. Les spéculateurs qui ne font pas au moins 0,1% de bénéfices, ils vont arrêter de le faire. Mais franchement, je ne pense pas que ce sera bien grave si les 98% des transactions sur les foreign exchange markets qui ne servent à rien, si ça s'est arrêté, ce sera plutôt une bonne chose. Je voulais juste dire qu'en fait, bon là j'ai parlé surtout des banques centrales avec les devises nationales, etc. Mais en fait, on peut appliquer les mêmes principes aux monnaies alternatives. Les LEDs, qui étaient créés en 83 par Michael Linton en British Columbia. En France, les systèmes d'échange locaux. En Allemagne, les Tauschring et les Tauschkreuz. Le système de Core en Hongrie, le Via Bank en Switzerland, tout ces, et puis Bitcoin et Freecoin, ces monnaies électroniques. Tous ces systèmes-là pouvaient également être incorporés dans le même système où effectivement toutes les transactions en Bitcoin, par exemple, pouvaient avoir un taxe associé s'ils le souhaitent. Ils ne sont pas obligés de le faire. Et en fait, il y a beaucoup de systèmes dans le Community Exchange System. Dernier chiffre, c'est 526 systèmes qui sont répertoriés, beaucoup en Espagne, hein, 147, 87 aux États-Unis. Pour le moment, il n'y a que 7 en France. Les voilà. Donc, mais tous ces gens pouvaient intégrer dans le même système pour appliquer des taxes gérées par les banques centrales dans chaque pays, par exemple. Donc, si un devise locale est échangeable avec l'euro, eh ben, on fait la même chose. Donc, je pense que tout système permettant des échanges entre devises pouvait être inclus dans le même système. Donc, on n'est pas limité uniquement aux devises nationales et les banques centrales. Et ça, c'est une source de revenus potentiels pour chaque système, ce qui pouvait être très utile. Autre chose, une fois que le système de taxation est installé au niveau des banques centrales, pour l'euro par exemple, il devient beaucoup plus simple de faire une extension au niveau national et régional. Donc, on peut ajouter à ce qui était la taxe imposée par la banque centrale un composant national ou un composant régional. Donc, ça veut dire que, par exemple, voici, on pouvait imaginer le feuille bancaire de quelqu'un dans lequel on voit quelqu'un qui a un salaire de 2000 euros, qui dépense de carte de crédit 400, etc. Un total des dépenses par mois, ce mois-ci de 1750. Et en bas, on voit donc le FTT, taxe sur les transactions imposée par le BCE, qui pouvait être 0,1%, ce qui donne quelques revenus. Ensuite, il y a le composant national qui pouvait être fixé par le gouvernement, 0,2% par exemple. Et puis également un taxe imposée au niveau local qui peut être choisi au niveau local. Donc dans ce cas-là, même avec tout ça, le taxe total pour cette personne-là
pour ce mois donné, c'était 15 euros. Ça veut dire un taux d'imposition effectif de 0,75%. Et remarquez que potentiellement, on peut supprimer d'autres types d'impôts dans ce cas-là. Donc, par exemple, si on prend la France en 2011, on a 282 000 milliards de transactions imposées par le gouvernement et les régions avec des taxes, comme j'ai proposé, de 0,2 ou 0,1% là-dessus. On obtiendrait en fait des revenus, bon, si tout reste le même, pareil, de 847 milliards. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça? Eh bien, vu que ce montant-là est plus que tous les revenus de l'État, on pouvait à la limite supprimer toutes les autres taxes. Par exemple, ça c'est des chiffres pour 2010, les impôts sur le revenu sont 46 milliards en France, les impôts sur le capital 62 milliards, les impôts sur la consommation, ça veut dire essentiellement TVA, 224 milliards. Et enfin, les cotisations sociales, très important en France, 386 milliards. Le total de tout ça, 817 milliards, moins qu'on obtient en mettant ces petites taxes sur les transactions. Et donc, effectivement, ça permettrait de simplifier énormément le système et potentiellement de supprimer un bon nombre de taxes et surtout les cotisations sociales qui rendent la France peu compétitive. C'est tout ce que tout le monde le dit. Hein. On peut les supprimer en mettant des taxes sur les transactions. Alors, pour résumer donc, j'espère vous avoir convaincu qu'on peut se sortir de cette crise de la dette. Il faut que les banques centrales reprennent intégralement les dettes des États. Et là, il va falloir se batailler parce que c'est pas Mario Draghi et c'est pas Mark Carney qui vont être intéressés pour ça. Il faut qu'on oblige les banques de faire ça. Il faut que ces dettes soient reprises avec un taux d'intérêt effectivement de 0% pour qu'on ne paye plus les 370 milliards d'intérêts par an pour l'Europe. Et pour pouvoir éponger la dette au niveau des banques centrales, une taxe sur toutes les transactions réalisées avec une devise, quel que soit l'endroit géographique. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, est pas trop compliqué à implémenter. Il faut un accord entre les banques centrales pour repartir les revenus, mais c'est dans l'intérêt de tout le monde de jouer le jeu, donc je pense que là aussi c'est jouable. Alors, par exemple, au cas de la Banque centrale européenne, les revenus de cette taxe sont utilisés en premier lieu pour rembourser la dette de chaque pays. Mais ça peut être fait, comme j'ai dit, en maximum de 6 ans pour le cas de l'Irlande et beaucoup moins pour la plupart des pays. Si on fait la redistribution en fonction de la population de chaque pays de l'Eurozone, ce que je pense que c'est un principe de justesse tout à fait défendable. Et une fois la dette du pays épongée, le pays va recevoir de l'argent cash de la Banque centrale, à peu près, si les chiffres sont bons, à peu près 6 000 euros par an, ce qui est extrêmement utile pour beaucoup de pays. Alors, quelques points de plus. Remarquez que les contribuables en Allemagne ne paient rien du tout pour les pays du Sud. Ce n'est pas les contribuables en Allemagne qui payent. C'est tout le système financier, c'est tout le monde quand on fait les transactions. Donc cet argument que les Allemands bloquent toute utilisation des banques centrales pour aider les États, ça tombe. Ce n'est pas l'Allemagne qui paye. Et justement, c'est l'Allemagne qui est le plus endettée. C'est eux qui devraient être intéressés. S'ils veulent sortir de la dette nationale, ils devraient être intéressés par ce système. Ce qui est également juste et sage, juste, c'est le fait que les gouvernements qui ont été sages dans le passé vont commencer à toucher l'argent plus rapidement. Donc, un pays qui a très peu de dettes publiques va toucher de l'argent du BCE plus rapidement que les pays les plus endettés. Ça, c'est très bien. Et je signale qu'en fait, c'est un formidable moyen de redistribuer des richesses parce qu'effectivement, automatiquement, il y a de l'argent qui va des centres de finances vers les pays les plus pauvres de l'Europe. Donc, la situation de la Grèce, par exemple, va être beaucoup aidée par ce type d'opération.